Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, j'espère tout d'abord que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, on le sait, le principal risque, c'est l'inondation. Et c'est pour ça que nous sommes ici à Chevannes, entre les vallées de l'Essonne et de l'École, dans une région qui s'appelle le Parc naturel du Gâtinais. Je suis venu ici à la rencontre d'un agriculteur qui est inondé de façon chronique pour voir est-ce qu'il y a des solutions ou pas. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Bonjour à tous les Power Boosters, j'espère que vous vous portez bien malgré le temps morose. Comme chaque année, les intempéries représentent un risque majeur pour le milieu agricole. Et c'est pour ça que cette semaine, nous partons direction l'Essonne à la rencontre de Christophe Lano qui avait déjà subi de fortes inondations en 2016 et qui craint que l'événement ne se reproduise cette année. Nous visiterons certaines de ces parcelles qui ont été particulièrement inondées et au passage, il nous présentera son tracteur préféré, le 1455 XL International. Préparez vos combis d'homme grenouille et votre plus beau parapluie car tout de suite, une pluie de news. Chaque année, les constructeurs se battent pour grappiller des parts de marché aux concurrents. Et en 2017, il y a matière à commenter puisque l'on assiste à l'arrivée d'un nouvel entrant sur le podium des nouvelles immatriculations de tracteurs agricoles. Fendt monte sur la 3e marche avec 12,1% de parts du marché, prenant la place de Claas qui, avec 11% de parts de marché sur l'année 2017, recule au classement. Deux autres marques ont se tiré leur épingle du jeu en 2017. Massey Ferguson, plus 2 points à 11,8% et Kubota, plus 0,8 à 8,20%. Pour la marque japonaise, la progression se poursuit donc sans accroc depuis son arrivée sur le marché français. Le groupe AGCO a enregistré 29,9% de parts de marché en France pour les tracteurs agricoles sur l'année 2017, ce qui représente 1,9 points en plus par rapport à 2016, malgré un léger recul de la marque Valtra qui, rappelons-le, ne commercialise pas de tracteurs de vigne. John Deere reste le leader en France avec une part de marché de 17,2%. C'est moins que les années précédentes, mais cette lente érosion ne l'empêche pas de creuser l'écart sur son dauphin, New Holland, qui lui régresse nettement en 2017 après un léger rebond en 2016. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Paul, ça va et vous? Très heureux de découvrir un peu votre région. Donc l'an passé ça a été inondé pendant longtemps, racontez-moi un peu. Oui, ça a été inondé pendant plus d'un mois. Christophe fait partie des agriculteurs qui ont été touchés de plein fouet par les inondations catastrophiques de 2016. On est dans le Gâtinais français, on est à Chevannes, dans l'Essonne. Et donc moi je suis agriculteur sur de la grande culture, sur 175 hectares. Et donc culture principale blé, betterave, colza, et puis orge de printemps, et puis aussi de la luzerne désormais. Les inondations ont bien sûr eu un fort impact sur la production de Christophe. Ça a été des rendements catastrophiques. En blé, ça s'est approché des 30 quintaux alors qu'en moyenne quinquennale, on est plutôt sur 85 quintaux dans la région, en bonne parcelle. Et en betterave, c'était une catastrophe aussi puisque des betteraves qui ont été inondées, c'est des betteraves qui ne poussent plus. Une situation récurrente due notamment à plusieurs facteurs topographiques. Il n'y a aucune jonction avec le cours d'eau le plus proche qui est l'Essonne. En fait, il n'y a pas d'exutoire. C'est même la sécurité civile qui est venue pour étudier les cours de niveau, etc. et qui n'a pas trouvé non plus de solution. En 2016, les inondations ont représenté 4 milliards d'euros de pertes pour les agriculteurs. 75% du territoire s'est trouvé touché. En moyenne, cela représente une baisse du chiffre d'affaires de 50 à 70% et une chute de 0,15% du PIB. Alors on a la chance d'avoir un potentiel de terre qui est quand même assez intéressant, qui est très variable suivant la région, mais on arrive à vivre des années en fait comme on a en ce moment difficilement. Si la région a toujours connu des problèmes similaires, la situation a empiré avec le temps, à cause des changements climatiques bien sûr, mais aussi de l'oubli de certaines pratiques ancestrales. Auparavant, en fait, déjà, les anciens entretenaient les fossés comme ça. Tous les ans, mon papa me disait que mon grand-père payait quelqu'un en fait, qui faisait un fer de bêche tous les ans pour permettre d'écouler l'eau. Une situation qui pourrait ne pas s'améliorer. Les quelques travaux entrepris par les syndicats au niveau des mares exutoires risquent en effet de ne pas suffire à contenir les prochaines pluies. Cette année, on a quand même eu beaucoup d'eau depuis le mois de septembre. Mais bon, c'est vrai que c'est une inquiétude. Et puis quand on a vécu ça, on n'a pas envie de le revivre tout de suite.
Heureusement, Christophe a eu la bonne idée de souscrire à une assurance qui a su faire preuve de réactivité lors des événements et, sans mauvais jeu de mots, lui faire sortir la tête de l'eau. C'est vrai que je peux remercier mon assureur parce que c'est vrai que ils ont su réagir rapidement, développer des enveloppes en fait de précaires en fait qui ont permis de faire des travaux. Pourtant, beaucoup de producteurs préfèrent encore assumer eux-mêmes les coups durs, sans forcément mesurer l'ampleur des risques qu'ils prennent. Concernant les risques d'inondation, un autre facteur majeur à prendre en compte est l'urbanisation. L'urbanisation qui ramène des surfaces étanches, de la terre absorbe de l'eau, que du béton la laisse ruisseler, quoi. L'urbanisation progresse à grande vitesse. En 1960, 63% des Français étaient des citadins contre 80% en 2016. En 2007, les villes occupaient 16% du territoire contre 22% en 2016, soit une surface de 119 000 km². Les zones urbaines étanches empêchent l'évacuation de l'eau et réduisent les surfaces disponibles pour de potentielles mares exutoires. En plus de cela, elles sont souvent traitées en priorité en cas de catastrophe climatique. Bon, même si la sécurité civile était venue à l'époque, la priorité c'était de pas inonder des gens encore un petit peu plus sur des communes comme Balancourt-sur-Essonne qui sont proches des cours d'eau et qui eux ont été vraiment touchés. Alors on le sait de tout temps, quand il y a eu des difficultés dans le monde agricole, c'est l'organisation des producteurs qui a permis de résoudre durablement la problématique. Et actuellement, le monde agricole connaît une difficulté importante sur le plan économique, on le sait tous. C'est pour ça qu'il faut s'organiser et c'est pour ça qu'est né le co-farming. Le co-farming, c'est la capacité des agriculteurs à mieux s'organiser, à mieux travailler ensemble, à mieux partager grâce au numérique. Alors vous le savez, le 25 janvier prochain, il va y avoir un grand événement puisqu'il s'agit du premier international Co-Farming Fest. Et justement, je vous invite à venir, à vous inscrire pour participer à cet événement. Alors cet événement, il aura lieu à Paris, il va permettre de voir un peu à l'échelon international tout ce qui existe dans ce domaine et vous allez voir pourquoi certains croient vraiment dans le développement du co-farming. Il est en train de s'opérer une révolution majeure dans le monde agricole à travers l'émergence du co-farming. Depuis 20 ans, les agriculteurs sont de plus en plus équipés au niveau digital, ce qui leur a permis un accès accéléré à de l'information. Mais avec le co-farming va s'opérer une pratique vers plus d'horizontalité à travers la mise en relation directe entre agriculteurs. Un des bénéfices majeurs que j'y vois, c'est la recherche de gains économiques, à travers par exemple la prédominance de la valeur d'usage par rapport à la propriété. Le contexte politique et économique va très certainement favoriser ce basculement. Regardez ce qui s'est passé en 2008 après la crise financière et l'émergence des plateformes type Blablacar par exemple. Qu'est-ce que tu dirais si, avant de continuer à parler des problèmes, on faisait une petite pause sur un sujet un petit peu plus positif ? Ok, justement, tant qu'on était chez Christophe, on en a profité pour passer voir dans son hangar un tracteur de légende, le célèbre 1455 XL International de 1981. Un gros morceau, infatigable et plutôt classe malgré son grand âge. Ouais, je vais peut-être penser à revendre ma Ferrari. Et oui, il date de 1985, mais il marche encore et il me rend encore beaucoup service. Le 1455 XL International est un tracteur mythique. Sorti en 1981 et développant 145 chevaux, il est encore présent dans beaucoup de hangars aujourd'hui. Le gros avantage des tracteurs moins modernes, c'est de pouvoir faire l'entretien soi-même. Oui, c'est vrai que j'aime bien le matériel qui est simple, parce que souvent la simplicité va avec la fiabilité, et puis aussi le matériel en fait sur lequel je puisse intervenir, faire beaucoup de mécanique par moi-même ou avec l'aide de mon frère ou de mon papa. Mais c'est vrai que je pense que de pouvoir entretenir soi-même son matériel, c'est important. Un luxe qu'on ne peut plus se permettre avec le matériel d'aujourd'hui. Je pense que les matériels deviennent de plus en plus techniques, avec de plus en plus d'artifices qui complexifient en fait. Prenez l'exemple des moteurs, par exemple, avec la D-Blue, avec des moteurs de plus en plus compliqués ou qui ont des patchs pour pouvoir passer les normes anti-pollution. C'est aussi des sources de problèmes dont on se passerait bien dans l'agriculture pour pouvoir en fait avoir un coût matériel au plus juste, au plus faible. Mais alors, faut-il pour autant mettre en doute la fiabilité des nouveaux matériels ?
Les motoristes, les tractoristes, en fait, ont pas revu d'une manière globale en fait leur conception de moteur et ont mis des patchs qui ont permis de passer les normes anti-pollution au coup par coup, mais qui en fait génèrent derrière des soucis de fiabilité qui sont problématiques. En effet, d'après Christophe, certaines technologies comme l'AD-Blue peuvent entraîner des problèmes, notamment sur les matériels peu utilisés. Surtout avec des matériels comme la moissonneuse-batteuse ou l'arracheuse à betterave, l'intégrale. Même si en grande culture, on sert aussi quand même des tracteurs l'hiver, mais c'est vrai que c'est les périodes d'immobilisation du matériel qui me font craindre des problèmes de fiabilité à moyen terme. Allez, quand faut y aller, il faut y aller. Et oui, ce n'est pas toujours marrant de travailler au grand air. Bah alors, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue? Et il vaudrait mieux pas, parce que là où on va, l'ambiance est plutôt humide. J'enfile mes bottes et j'arrive. Une parcelle comme derrière, j'ai eu beaucoup de mal à la récolter. On faisait que s'enterrer avec la moissonneuse-batteuse et j'ai fini de la récolter au mois de septembre 2016. Après s'être enterré plus de 30 fois avec la machine, donc pour récolter du colza au mois d'août. Nous sommes en ce moment sur une des parcelles de Christophe les plus touchées par les inondations. Oui, comme on peut voir un petit peu derrière, c'était ici vraiment un lac, ce champ. J'ai fini par le récolter au mois de septembre, c'était du colza. Après, en fait, m'être embourbé plusieurs fois avec la moissonneuse-batteuse. On va être de plus en plus inondé et puis de plus en plus impacté au niveau économique par des endroits où il n'y aura plus de production, comme ici on peut voir en fait un trou d'eau. S'il y a stagnation d'eau trop longtemps, c'est une zone qui va devenir infertile. Et une terre qui est inondée, c'est une terre qui perd aussi toute son activité biologique. Et qui par la suite génère des problèmes de tassement qui impactent encore les cultures. Un constat attristant, d'autant plus que Christophe vient juste de se diversifier dans la luzerne biologique. Alors là, oui, c'est un SMIC que j'ai effectué au mois d'août, un SMIC luzerne qui par la suite en fait va être converti en bio à la déclaration PAC de 2018. J'ai quand même une problématique de rotation des cultures. La luzerne permet en fait de réintroduire une culture qui était auparavant cultivée par mon papa. Et on a aussi la chance d'avoir une usine de déshydratation qui cherche aussi des gens qui produisent de la luzerne en conversion ou en bio. Malgré tout, Christophe garde espoir et espère que des mesures concrètes seront prises un jour. Je pense qu'il faudrait essayer d'agir d'un point de vue global sur l'entretien des fossés, des cours d'eau, de trouver des solutions en fait beaucoup plus durables que des fois des politiques qui gèrent au jour le jour. Christophe Lano, si vous aviez qu'une seule phrase, une seule question à dire à Stéphane Travert, notre ministre de l'Agriculture, cela serait laquelle ? Qu'il aille vraiment vers la réalité de la simplification administrative et qu'on aille droit au but vers une gestion aussi durable de l'agriculture. Christophe Lano, merci beaucoup. De rien, Jean-Paul. Alors on le sait, l'agriculture évolue très rapidement et justement il existe un média qui permet de suivre toutes ces évolutions, de parler de drones, de GPS, d'innovation, c'est Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour ce premier International Co-Farming Fest qui aura lieu à Paris le 25 janvier prochain. Je vous souhaite une excellente semaine.